Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans cet épisode bonus d'un pilote presque parfait, exceptionnellement rebaptisé un épisode de Noël presque parfait. C'est toujours un spin-off de votre podcast sériel habituel, la saison des séries. Je m'appelle Junior et je suis très heureux de vous retrouver. J'espère sincèrement que vous allez bien en ce dernier mois de l'année. Petit rappel du concept, nous sommes 3 à parler d'une série uniquement à travers son premier épisode que l'on passe en revue scène par scène. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, ce sera un épisode de Noël et juste après nos observations, analyses et autres digressions, chaque participant devra attribuer à cet épisode une note entre 0 et 10. À mes côtés, une voix que vous connaissez bien désormais, il a déjà participé au précédent PPP consacré à Seinfeld, qui est toujours dispo sur vos applis préférées d'ailleurs. Il s'agit de Franck. Salut Franck. Salut Junior. Tout va bien ? Bah écoute, ça va très bien et très heureux de te retrouver et de vous retrouver tous en plus pour cet épisode spécial fête de fin d'année. Yes, et aujourd'hui, notre invité intervient régulièrement dans le podcast de Monsieur Série and Friends. Je suis ravi d'accueillir Cécile. Salut Cécile. Salut, c'est un plaisir aussi d'être là. Est-ce que tout va bien ? Bah écoute, tout va bien. On a regardé Friends. Donc. Sois la bienvenue en tout cas. Avec toi justement, on va remonter le temps, direction le 15 décembre 1994. Nous sommes en pleine diffusion de la série télé Friends sur la chaîne américaine NBC et ce jour-là, dans le pays de l'oncle Sam, sort le 10e épisode de la saison 1 qui a la particularité d'être le premier épisode de Noël de cette série. Enfin, épisode de Noël, mais pas que, il fait aussi épisode de Nouvel An comme vous allez vite le remarquer. On en reparlera tout à l'heure. Pour se mettre dans le bain, je vous propose un extrait et on en parle juste après. Dis donc, il est beau ton fils, avec qui tu l'as eu celui-là? Mais est-ce qu'il va vivre avec toi? Enfin, je veux dire, dans ton appartement? Ah oui? Tu sais, l'appartement est très tranquille depuis que Carole est partie. Pourquoi tu ne prends pas un colocataire? Oh, je crois que quand on atteint un certain âge, avoir un colocataire, c'est plutôt pathétique. Oui, c'est plutôt pathétique, parce que je préférerais avoir une colocataire plutôt qu'un colocataire. Pour ceux qui ne connaissent pas la série, les plus jeunes par exemple, ou pour ceux qui vivaient carrément sur notre planète, est-ce que Cécile, tu peux nous dire en 2 mots, c'est quoi le pitch de la sitcom Friends ? Je vais faire un petit peu plus que 2 mots quand même. Mais donc, comme tu l'as dit, c'était une sitcom qui a été diffusée aux États-Unis sur NBC de 1994 à 2004. Et pour ceux qui ne vivaient pas dans une grotte en France, c'était sur Canal Jimmy puis France 2 à l'époque. Et ça raconte les histoires sentimentales, familiales et professionnelles de 6 célibataires d'environ 25 ans quand la série commence à New York. Et dans le groupe, on a donc 6 personnes. Au cœur du groupe, on a la fratrie Geller, Ross Geller, un paléontologue qui travaille au musée et qui vient de se faire quitter par sa femme Carole, pour une autre femme qui s'appelle Suzanne, et sa sœur Monica Geller, qui elle est un chef cuistot à tendance un peu maniaque et qui a le rêve secret de fonder une famille. En face de chez Monica, on a 2 garçons qui vivent, Chandler Bing, le meilleur ami de fac de Ross, et il vit avec Joey Tribbiani, un acteur qui a un peu de mal à se faire connaître, mais avec les filles, ça passe. Dans ce petit groupe, on ajoute Phoebe Buffay, une masseuse qui est aussi chanteuse, mais peut-être qu'il faudrait pas, et c'est l'ancienne coloc de Monica. Et enfin, on a l'élément perturbateur de la série, Rachel Green, qui débarque dans l'épisode 1 pour bousculer un peu le petit train-train de cette troupe. C'est la meilleure amie de lycée de Monica, et surtout, c'est le grand amour secret de jeunesse de Ross, et elle vient de quitter Barry, son fiancé, à l'hôtel de son mariage, et elle se retrouve seule et sans un sou, donc elle va habiter chez Monica et vivre avec ses 6 amis la grande aventure que nous suivons après pendant 10 saisons. Juste une petite précision, Joey rime avec teubé, il est clairement très limité intellectuellement parlant, et je vais te rajouter un peu de travail. Tiens Cécile, est-ce que s'il te plaît tu peux nous rappeler qui sont les acteurs principaux ? Tout à fait, nous avons, si je reprends l'ordre dans lequel j'ai présenté, on a Ross Geller, c'est David Schwimmer, Monica Geller, c'est Courtney Cox, Chandler, c'est Matthew Perry, Joey Tribbiani, c'est Matt Leblanc, Phoebe Buffay, c'est Lisa Kudrow, et enfin Rachel Green, c'est Jennifer Aniston. 10 saisons, 236 épisodes, nous sommes en 2021, c'est l'année des retrouvailles entre les 6 comédiens principaux de la série, à laquelle on a pu assister en mai et juin dernier, c'était sur Salto, puis TF1, dans l'émission Friends The Reunion, animée par l'anglais James Corden, et 2021, c'est aussi, à notre petite échelle à nous, l'année de naissance d'un pilote presque parfait. Et je dois vous avouer un truc, j'ai eu un nombre impressionnant de personnes qui me proposaient, voire même me relancer sans arrêt pour enregistrer un PPP sur le pilote de Friends. Alors, déjà pour info, on le fera,
mais courant 2022, promis. Et en cette fin d'année, on triche un peu, pour la bonne cause, en ne parlant pas du pilote, mais on avait envie de vous accompagner durant ces fêtes de fin d'année et de parler de Friends, justement parce qu'il y a eu ce Friends Reunion cette année. J'espère que cette idée d'évoquer un épisode de fête de fin d'année est un bon compromis qui plaira aux fans de la série que vous êtes peut-être, et à vous, fidèles auditeurs et auditrices de PPP. Voilà. En tout cas, nous, on est contents parce que du coup, tu as eu beaucoup de demandes et on est deux heureux élus de pouvoir parler de Friends et c'est toujours super cool de parler de Friends. Ouais, carrément. Vous êtes des privilégiés là. Hein. Il y avait du monde qui se bousculait. Une question toute simple pour vous. Friends, ça représente quoi? À quel point cette série compte pour vous? Franck, tiens, tu gardes la main. Ah bah clairement, c'est ma série préférée de tous les temps. Il n'y a rien qui peut aller au-dessus de Friends, même si c'est clairement pas la meilleure série que j'ai pu voir en termes de réalisation, en termes de jeu d'acteurs, en termes de ce qui se passe. J'ai vu des séries qui étaient bien plus marquantes, bien mieux réalisées, mais quand c'est sorti, moi j'étais dans le bon âge, j'ai commencé à regarder ça, j'avais 15 ans, et c'était royal, je me projetais là, j'avais envie de vivre en coloc avec des gens, et je me suis identifié au personnage, beaucoup à Chandler. Après ça m'a suivi toute ma vie, j'ai regardé chaque épisode de chaque saison, je sais pas, entre 5 et 10 fois depuis le temps, quoi. Donc c'est une série très importante pour moi. Il y a des séries comme Urgence qui ont fait naître des vocations, Friends a fait naître des colocations, chacun son objectif. Hein. Cécile, toi, qu'est-ce que ça représente Friends pour toi? Au final, c'est à peu près la même histoire. Moi, c'est la première série dont j'ai été fan. Vraiment, j'ai retrouvé, il y a pas longtemps, j'ai déménagé, j'ai retrouvé les classeurs où j'avais découpé les articles dans les magazines de séries qui parlaient de Friends. Wow. J'ai des livres sur Friends, j'ai un peu tout. Mais c'est vrai que c'est la première série où j'ai eu les cassettes à l'époque. Après, j'ai eu les DVD. Autant te dire que la cassette de la saison 5, c'est celle avec laquelle j'ai commencé, elle était mais dans un état pas possible. La bande était bien usée. Et c'est ma série doudou. C'est ma série que je mets quand je suis malade, parce que je peux m'endormir devant, me réveiller à n'importe quel moment, je sais où je suis, ce qui se passe, et je suis avec des amis. Vraiment, je me sens C'est exactement ça. C'est vrai que cette série a vraiment quelque chose de rassurant. C'est pareil, moi j'ai 2 séries, je me reconnais beaucoup dans ce que vous dites, Cécile et Franck. J'ai 2 séries comme ça, c'est Friends et Scrubs, qui parfois j'avais des coups de moins bien, où j'étais malade au fond de mon lit, je mettais ça sur l'ordinateur et ça me rassure, ça m'apaise, ça te permet de t'évader, de te divertir, de rire, d'être ému aussi. Et cette série m'a fait traverser ces émotions-là à l'adolescence où Dieu sait qu'on est idiot, et ça te recentre, ça a aidé à se recentrer cette série. Je vais peut-être loin dans la psychologie, mais je le vois vraiment comme ça. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien et je l'aime avec un amour infini, même si évidemment elle n'est plus irréprochable en 2021 par certains aspects. Bien évidemment la grossophobie, bien évidemment la transphobie, bien évidemment l'homophobie, bien évidemment. Nous ne sommes pas complètement fermés et dupes là-dessus. Oui, je suis d'accord avec toi, et l'adulte que je suis actuellement doit en grande partie à Friends. Voilà. Et après, il y a un sujet à débat sur ce qu'on peut reprocher à Friends. Voilà. Il y a des choses que je trouve effectivement, tu as raison, légitimes, et il y a des choses où on critique Friends, et les gens qui critiquent n'ont pas forcément vu tout Friends ou bien compris forcément ce qui se passait pour venir critiquer clair, hein. Friends sur certaines thématiques. Et, ouais, je vais peut-être pas rentrer dans le débat, mais si on prend sur l'homophobie, il y a quand même eu un des premiers mariages homosexuels à l'écran entre 2 femmes. Ben voilà quoi. Et après, tu peux pas accuser une série d'être homophobe alors qu'ils mettent ça sur 1 heure de grande écoute aux États-Unis. Non mais je te rejoins, ça fait du bien de mettre de la nuance en fait, c'est pas tout blanc ou noir, il y a une bonne dose de gris, rien à voir avec Christian Grey, mais vraiment c'est pas aussi simple que ça. C'est vrai qu'elle a raté certaines choses qui ne passent plus aujourd'hui, mais c'est contrebalancé par plein d'autres choses. Tu me fais penser à, après on va commencer l'analyse du pilote, promis, mais de l'épisode, pardon, on va y arriver, on va lancer l'analyse de l'épisode de fête, promis, mais je pense au papa de Chandler, qui est, vous savez, qui aime se travestir en femme. Ce personnage avait du répondant en fait, beaucoup plus qu'on ne le pense, et il n'était pas si mal écrit que ça, par exemple, voilà, pour aller dans ce sens-là. Ouais, le problème, c'est qu'il est mégenré tout le temps. Quand on parle du père de Chandler, on est toujours là-dessus, alors que c'est plus qu'un travesti, c'est presque une personne transgenre. Enfin, je pense que de nos jours, ça serait un transgenre. Sûrement, mais clairement. après, quand il est moqué, c'est souvent en fait sur le fait que Chandler a du mal à accepter ça.
Et ce qu'on peut peut-être comprendre en disant quand t'as 8 ans et que en fait ton père t'annonce que il préfère coucher avec l'homme de ménage plutôt qu'avec maman, ça peut, tu vois, ça peut laisser un peu des séquelles sur un enfant. Et c'est souvent ça qui est moqué en fait. Et c'est le fait que Chandler a du mal à vivre ça. C'est un événement traumatisant pour lui. Et pas le fait que son père soit quasiment transsexuel ou qui se déguise en femme, en fait. Dans l'ensemble, il s'en fout un peu. C'est juste que c'est ça ce qui le gêne, c'est que lui, ça l'a perturbé quand il était petit. Et après, effectivement, ça se finit bien et ils vont le voir Viva Las Vegas. Ouais, Chandler finit par l'inviter carrément à son mariage. C'était à Las Vegas, en effet. C'était une très jolie scène, d'ailleurs. Allez, on entame cette... Vous êtes prêts, là? Vous êtes chaud, là? Vous êtes au taquet? Toujours prêt pour parler de Yes. Friends. Ça va être, je pense, ça peut être encore pire que Seinfeld, hein, je te le dis. L'épisode 10 de la saison 1 de Friends a pour nom celui qui singeait en VF, The One with the Monkey en VO. Le pilote s'ouvre sur un plan d'une rue new-yorkaise légèrement enneigée. La fameuse porte violette de l'appartement de Monica est entourée de décos de Noël, des guirlandes pour être précis, et là déboule qui ? Ross qui passe une tête comme ça à travers la porte. J'ai quelqu'un à vous présenter, et là bim, on découvre le tout mignon petit singe Marcel. Rachel, Joe et Phoebe Chandler ont le sourire et craquent devant le petit singe, sauf Monica. Alors elle veut clairement pas de lui, hein, c'est mort. Hein. Donc là on apprend que Ross a pu récupérer Marcel grâce à une amie qui s'appelle Bethel. Sauf que Phoebe elle a une réaction un peu particulière là à ce moment-là. Ah oui, il nous laisse penser que du coup le fait qu'il ait récupéré le singe soit quelque chose d'horrible, et en fait elle, ce qui la choque, c'est que quelqu'un puisse s'appeler Bethel. Ça, c'est pas Les parents détestent quelqu'un au point d'appeler leur fille Bethel. Tout de suite, on appuie sur le côté décalé de Phoebe, c'est ça qui est très sympa. Puis, punchline de Chandler, qu'on a déjà connu bien plus inspiré. C'est regardez ce singe, il a un Ross à son cul. Bref, Ross nous apprend qu'il compte garder Marcel dans son appart, qu'il trouve trop calme depuis le départ de Carol. Cécile vous a expliqué en intro, c'est Carol, son ex-femme lesbienne qui s'est mise en couple avec Suzanne. Bref, en quelques mots, que vous a inspiré ce pré-générique qui dure 1 minute tout pile. Non, je trouve que ça joue son rôle de pré-générique, ça installe le cadre. C'est Noël ou les fêtes de fin d'année. Il y a un nouveau personnage qui va arriver. On ne le sait pas encore, mais ce sera un personnage récurrent, en tout cas un animal récurrent, et important dans la vie de Ross et des Friends de manière générale. Moi, ce que je trouve drôle, c'est le jugement de Ross sur les colocs, alors qu'après, il va être en coloc avec Phoebe, il va être en coloc avec Rachel, il va avoir pas mal de... À un moment, il est même en coloc avec Joey et Chandler quand il a plus d'appartement. Donc, il va faire son petit tour aussi au niveau des colocs. C'est clair, ça va être un itinérant de la colocation, lui, tellement. Et là, le générique se lance, le titre mythique des Rembrandts, I'll Be There For You, se lance. Et on clappe des mains, je clappe des mains systématiquement à chaque générique. Voilà, je ne peux pas m'en empêcher. I'll Be There For You. On prend la direction de Central Perk. Tout à fait, les amis sont au Central Perk et Joey arrive et il est complètement dépité parce qu'il était censé obtenir le rôle du Père Noël, mais non, visiblement quelqu'un couche avec le gérant du magasin et ce ne sera pas pour lui le rôle cette année. Il a récupéré par contre le rôle d'un des elfes du Père Noël. À ce moment-là, Rachel arrive et demande innocemment ce que les autres ont prévu pour le Nouvel An. Et là, ils se mettent tous à la rabrouer assez méchamment et elle ne comprend pas cette réaction violente. Chandler lui explique alors qu'elle a bien de la chance parce que Rachel est actuellement en couple avec Paolo, un Italien, et eux, ils sont tous seuls et malheureux pour les fêtes. Et c'est encore pire à cette période-là. Mais Paolo, au final, il est reparti en Italie pour les fêtes, donc Rachel, elle aussi, est seule. Donc Chandler a une idée, faisons un pacte, passons tous les fêtes ensemble en célibataire, comme ça, on sera triste, mais on sera ensemble, donc ça passe. Tout le monde est très, très content, enthousiaste, au deuxième essai, quand même, hein, faut un petit peu de temps pour que ça la s'installe. première fois, c'était un petit ouais. Non, mais je m'attendais à une réaction plus enthousiaste, ouais. Ouais, passons des fêtes de losers, ouais. Oui, mais tous ensemble, c'est moins loser.
Et ensuite, Phoebe prend sa guitare, c'est l'heure de son récital, et elle nous sert de magnifiques chansons, 12 sur le suicide de sa mère et 1 sur un bonhomme de neige qui aussi est sur le suicide de sa mère. Elle chante, tout le monde est en dépression totale après une petite ellipse. Et 2 hommes se mettent à parler un petit peu fort, ce qui la dérange. Elle les reprend un peu comme une maîtresse d'école, en mode « Ah bah dis donc, vous pourriez partager avec la classe ?» Et là, on voit David, première apparition de David le scientifique, qui est là attablé avec un collègue, et on apprend que s'ils parlaient fort, c'est parce qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur qui était la plus belle femme qu'ils avaient jamais vue, parce que David, lui, il pense que c'est Phoebe. Donc Phoebe interrompt son récital et va le voir pour lui donner peut-être son numéro. David qui était accompagné de son ami, donc on n'a pas son nom à ce moment-là, c'est Max. Il se battait en fait sur le fait de savoir qui était la plus jolie entre Phoebe et Daryl Hannah. Daryl Hannah est une célèbre comédienne, hein. Elle a joué dans Splash, elle a joué dans Wall Street. C'est les références qui sont citées dans la série. Elle joue dans Kill Bill. Exactement, avec un œil, un patch sur l'un des 2 yeux. Ah, c'est l'Eye Patch Lady, Ouais. ok. Parce que moi, je ne visualisais pas du tout qui était cette personne. C'est elle. Et dans Blade Runner aussi. Voilà. Et David, du coup, est joué par Hank Azaria. Je sais pas s'il est vraiment très connu chez nous. Il a joué dans plusieurs films, moi je l'ai vu dans plusieurs films, mais il est notamment extrêmement connu aux États-Unis parce que c'est un des doubleurs historiques des Simpsons. Oui, il double Apu, qui a aussi créé la polémique et il a dû s'excuser sur le long terme de par la caricature indienne du personnage indien des Simpsons qu'il incarnait. Et il joue aussi Mo. Le barman. Voilà. Et il y a plein de choses en fait dans ce passage-là. Moi, j'étais mort de rire, mais mort de rire pendant la chanson de Phoebe qui commence par un truc trop mignon façon je voudrais être un bonhomme de neige, vous savez, dans La Reine des Neiges. Puis elle parle de sa mère qu'on retrouve morte sur le sol de la cuisine, j'en pouvais plus. Et ça me fait elle commence par le bonhomme de neige, c'est mignon. Non, c'est pas mignon. Franchement, c'est le moment où j'ai le plus ri, je crois, dans cet épisode-là. I made a man with eyes of coal and a smile so bewitching. How was I supposed to know that my mom was dead in the kitchen? La 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 la. My mother's ashes, even her eyelashes, are resting in a little yellow jar. Et puis, autre chose, j'ai beaucoup aimé, ça peut paraître idiot, mais je focalise sur pas mal de détails à force de faire des PPP, et j'ai été très marqué par les plans de coupe où on voit Phoebe encaisser tous les compliments que lui fait David. Et Lisa Kudrow, je trouve qu'elle joue tellement bien le côté merde, je me suis énervé pour rien, en fait il a le courage de me dire tout ça, putain, en plus il a du charme, putain, et tout ce mélange là elle le joue magnifiquement bien, je trouve. Le speech de David sur du coup l'explication en disant en fait du coup on parlait et lui il pensait que c'était Daryl Hannah la plus jolie et moi je pense que c'est vous la plus belle femme que j'ai jamais vue de ma vie, mais c'est fabuleux quoi. En plus ça elle vient de manière légitime en disant il y a 2 gars là qui parlent pendant que je suis en train de chanter, et bah là je suis en train de faire un récital donc taisez-vous quoi. Elle va vraiment les engueuler et lui il rebondit ça mais en étant sincère quoi, vraiment c'est ce qu'il pense, c'est pas juste pour dire vous me gonflez et je vais vous répondre d'une manière juste pour pouvoir vous répondre, d'une manière ultra sincère en disant mais en fait vous êtes la plus belle femme que j'ai jamais vue de ma vie et il fallait que j'en parle à mon pote. C'est fabuleux quoi. Et puis après Hank Azaria il joue extrêmement bien. Moi je trouve que le personnage de David il est touchant parce qu'il est toujours sincère et il est gentil, il est profondément gentil. On commence à le voir dès cet épisode-là et c'est ultra manifeste en saison 9 quand il revient pour la dernière fois. Il est extrêmement gentil. Quand il fait sa bataille avec Mike. La gentillesse de ce gars quoi. Dans la saison clair. 9 c'est fabuleux quoi. C'est pas un spoil, faites un effort, et si vous avez 17 ans de retard, si vous n'avez pas vu la saison 10, mais il y a ce geste finalement, cette volonté de s'effacer de David pour laisser la place à Mike, que Phoebe aime profondément, et il avait pas envie de gâcher ça. Il est trop adorable ce personnage. I was just saying to my... Could you speak up, please? Sorry, I was just saying to my friend that I thought you were the most beautiful woman that I'd ever seen in my life. And then he said, you said you thought Daryl Hannah was the most beautiful woman that he'd ever seen in his life. And I said, yeah, I liked her in Splash a lot, but not so much in Wall Street. I thought she had kind of hard quality in that. And while Daryl Hannah is beautiful in a conventional way, you are luminous with a kind of a delicate grace. Then that's when you started yelling.
Okay, we're gonna take a short break. Et si moi j'ai noté aussi dans cette scène qu'on cite Dick Clark. Il parle du nouvel an de Dick Clark et c'est marrant parce qu'en saison 6, on a Monica et Ross qui vont danser la routine pour la super émission de Nouvel An de Dick Clark. Donc ça m'a fait rire qu'on l'entende dès la saison 1 qu'ils en parlent. Chez nous, c'est pas du tout connu, mais là-bas, c'est quand même un gros truc. En fait, Friends, c'est le MCU, quoi. C'est le Marvel Cinematic Universe, quoi. Ça se référence de partout, ce truc. On retourne dans l'appartement de Monica et Rachel en mode déco du sapin de Noël. Tout à fait. Voilà, du coup, les Friends sont en train de décorer le sapin et discutent. Voilà. Et Phoebe commence à discuter en disant qu'elle est vraiment très attachée à David, qu'il lui plaît beaucoup, qu'elle a envie de le voir tout le temps, et notamment lors de fêtes et de moments importants, en laissant transparaître que, subtilement, qu'elle pourrait l'inviter pour le Nouvel An. Chandler s'en rend compte, et du coup, il dit « Mais non, tu vas rompre le pacte ». Voilà, et du coup, il l'accorde parce que lui-même a invité Janice, voilà, et du coup, tout le monde le rabroue en disant mais non, Janice, ça s'est mal passé la dernière fois. Et oui, mais je suis faible, il y avait trop de pression et je pouvais pas résister à cette pression, donc du coup, j'ai invité Janice. Il s'est senti coincé, voilà. Piégé. Même si du coup, il ne veut pas la voir, en fait, mais il préfère la voir elle plutôt que d'être seul. Et à ce moment-là, du coup, Joey rentre du travail, et comme tout homme normal qui rentre du travail, il va chez ses voisines. Voilà. Mais le frigo était vide chez lui, il n'avait pas le choix. Et donc il arrive habillé en lutin, du coup comme il nous l'a expliqué au début, il est le lutin du Père Noël, ce qui fait légèrement bugger Chandler qui a trop de vannes. Voilà, il ne sait pas quoi dire tellement il y a de vannes qui lui arrivent parce qu'il est en lutin, il a des chaussures avec des grelots. Voilà, il est parfaitement ridicule et ça bloque complètement les vannes de Chandler. Donc Ross arrive avec Marcel et du coup explique qu'ils ont eu une dispute. Il explique ça comme s'ils avaient une dispute de couple avec une femme. Voilà, et donc j'explique cette dispute, sa première dispute, et Chandler évidemment se moque. Non, moi ce que j'aime c'est qu'elle explique la dispute comme si c'était un couple. Lui il a dit des choses qu'il pensait pas, Marcel a jeté son caca. Classique. C'est ça, tout à fait normal, tout est normal. Bah, c'est un des... on n'a pas encore trop parlé, mais il y a différents types d'humour, différents niveaux d'humour partout. Il y a de l'humour visuel, et là il y a de l'humour absurde. Voilà, c'est clairement absurde de dire, il explique ça comme si c'était un couple, comme s'ils étaient ensemble. En disant, oui, il lance du caca, mais tout va bien, quoi. C'est normal. Il y a même Ross qui demande quand Chandler doit garder Marcel. Non, mais il faut bien que tu te comportes de façon à montrer que tu viens pour lui, pas pour me dépanner. Mais what? Mais c'est ça, Chandler, il se moque, mais au fond, il est gentil quand même. Hein. Oui, parce qu'il va, il y va après. De garder Marcel. Juste après cette scène, on se rend directement dans le bureau de David, le scientifique. Et on trouve David qui est en train d'expliquer sa grande théorie à Phoebe, qui est pas très concentrée. Elle, ce qu'elle veut, c'est embrasser David, parce qu'ils en ont parlé dans une scène précédente, il ne l'a toujours pas embrassé, ça ne va pas du tout. Lui, il demande que ça, mais ça fait tellement longtemps qu'il l'attend que maintenant, il faudrait que ce soit ultra spectaculaire, il sait pas trop quoi faire. Et il se dit, peut-être que si je balance tous les éléments de la table, là, ça serait suffisant pour pouvoir l'allonger dessus, et ça créerait un moment fantastique. Elle est emballée par l'idée, mais quand même, David enlève le petit microscope, le petit PC. Ça coûte cher, on lui a offert, c'est embêtant. Et ensuite, une fois qu'il n'y a plus que les restes de bouffe et quelques notes, il fait tout valdinguer. Il demande à Phoebe si elle peut sauter sur la table. Elle saute sur la table, il l'allonge et c'est des bisous. Et on a un petit focus à la fin sur un appareil du labo qui fait des petits bzz bzz pour nous faire comprendre que oulala, c'est chaud. Et ce qui est mignon dans cette scène, c'est le fait d'accentuer le côté maladroit, pas vraiment assuré de David, qui a du mal à lâcher prise, en fait, à prendre l'initiative aussi, c'est assez marrant, quoi. Il veut tout bien faire, David. Il intellectualise limite trop ce qu'il a à faire, en fait, au lieu de lâcher prise. C'est clairement un intellectuel, tout est intellectualisé, il réfléchit à tout, il est gentil avec tout le monde. Enfin voilà, c'est un personnage fabuleux, David. On retourne dans le Central Perk. Départ pour Minsk. Donc, dans cette scène au Central Perk, on a tout le monde autour du canapé. Rachel est en train de bosser pendant ce temps-là. On apprend que Monica va amener au dîner son ex Bobby, Fun Bobby, en VO. Bobby l'éclate en VF. Pardon, la VF. Pas Bob le marrant, en fait. Bob le marrant, Bob l'éclate, moi j'avais sur le sous-titre. Bob le marrant, oui. Ah, sur le sous-titre, ouais, mais je crois que dans la version c'est française, Bob le marrant. Bob le marrant.
Ouais, et il va pas être très marrant dans cet épisode-là. Souvent, Bob le Marrant est pas marrant. Ross peste contre sa sœur. Donc en fait, il reste dans ce registre-là de mec un peu blasé de la vie. Hein. C'est pas franchement dans cette saison que Ross est super intéressant, j'ai noté. C'est pas dans cette série que Ross. Pardon. Mais Ross est très intéressant. En fait, soit il est déteste toxique, Ross. soit il est touchant. Enfin, c'est que un ascenseur émotionnel comme ça, lui. C'est très bizarre. Mais non, après il est très gentil, Ross. Ouais, si on veut, ouais. Con. Ouais. On va pas débattre maintenant, faut qu'on avance. On apprend d'ailleurs à ce moment-là que Rachel aura un +1 Paolo, parce qu'il est finalement libre. Joey a trouvé lui une maman célibataire. Donc faut quand même expliquer comment Joey arrive à pécho déguisé en lutin. Faudra m'expliquer. Bah, c'est Joey. C'est Joey, c'est tout. How you doing? Puis Ross peste encore contre la terre entière. Vous le savez, il dit ouais, je serai tous une +1, moi je vais me retrouver seul comme un con. Les autres essaient de désamorcer, mais ce sera une grande fête, t'inquiète pas, on pourra même pas dire qui est vraiment en couple avec qui. Il est au bout du rouleau en plus, notre Ross, parce que ça va pas du tout avec Marcel. D'un coup, dans cette scène, surgit Max dans le Central Perk, le pote de David, vous savez, le crush de Phoebe, vous me suivez j'espère, qui débarque dans le café pour annoncer que lui et David doivent partir pour Minsk en Russie. Aujourd'hui, en Biélorussie, ils ont obtenu une bourse pour pouvoir y aller durant 3 ans, tout frais payé, et pouvoir y travailler. Départ prévu le 1er janvier, ce qui anéantit notre chère Phoebe. Qu'avez-vous retenu de cette scène? Que Minsk, c'était déjà en Biélorussie à l'époque. Ils ont dit Russie dans la série. Ouais, ils disent Russie, mais je crois que c'est Biélorussie depuis 91, donc en 94, c'était déjà la Biélorussie. Non, l'évocation de Bob le Marrant, qu'on revoit plusieurs fois après. Puis voilà. Et puis toujours rappeler que Rachel est une serveuse exécrable, Oui. atroce, qui boit dans les commandes des gens, qui ne sait pas prendre les commandes des gens. Et donc bien nous le rappeler à chaque fois qu'elle fait son travail, que c'est pas fait pour elle. Qu'est-ce que les mots pacte de réveillon signifient pour toi? Je t'ai dit que je m'excusais, seulement que Chandler avait prévu quelqu'un et Phoebe était accompagnée. Alors moi j'ai décidé d'inviter Bob le Marrant. Bob le Marrant, t'as invité Bob le Marrant, c'est marrant ça. Ouais. J'ai l'impression que tu le connais bien, Bob le Marrant. Ah oui, ça je le connais, Bob le Marrant. Attention, que personne ne bouge. Oh non, 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 il n'y a plus de place pour le lait. Voilà, maintenant il y en a. On va retourner d'ailleurs dans le bureau de David. Oui, on retrouve dans le bureau de David où là Phoebe vient voir David pour s'expliquer. Voilà, elle essaye de faire semblant le plus possible d'être contente pour David parce que du coup il a sa bourse pour pouvoir aller à Minsk et c'est ce qu'il rêve, hein. C'est rêve professionnel de pouvoir faire ça et de pouvoir essayer de prouver sa théorie pendant 3 ans. Du coup Max est très sarcastique parce que il dit non, du coup on va pas y aller. Pourquoi ? Parce que juste David il préfère flirter avec sa petite copine plutôt que de réaliser son rêve professionnel et il s'en va. Et là du coup Phoebe et David discutent ensemble pour savoir est-ce qu'il doit rester, est-ce qu'il doit pas rester, et elle lui dit qu'elle veut qu'il reste. Voilà, d'un coup il balance tout, encore une fois, il balaye tout sur le bureau, et elle dit tu vois, tu arrives très très bien à le faire, et il dit c'était pas grave, c'est pas mes affaires, c'est celle de Max. Donc je peux le faire, et ils s'embrassent. Ouais, elle est marrante cette scène, c'est toujours le choix entre la passion et la raison, quoi. Est-ce que je me laisse guider par mes sentiments, ou est-ce que je suis les opportunités professionnelles? C'est une thématique qui reviendra pas mal dans Friends, justement quand il y a ce Ross toxique, à mon avis, cette saison qui a dû particulièrement t'agacer, Cécile, où Ross ne se gêne pas de débarquer à Bloomingdale à l'époque. Oh mon Dieu. Toute la relation Ross-Rachel, Ross est toxique tout le temps. Mais elle aussi elle est toxique, Avec Rachel, elle aussi elle est toxique. Arrêtez. Elle ne veut que quand lui ne veut pas d'elle. Donc, Elle l'aime juste parce qu'il est amoureux d'elle. C'est ça le problème de Rachel, hein. C'est qu'elle ne trouve rien à Ross à part « il m'adore ». Donc elle c'est vraiment quelque chose, leur amour de son côté est très narcissique. Elle aime le regard qu'il a sur elle. Ross, il veut une poupée à contrôler. Et Rachel, c'est pas du tout ça. C'est pour ça que leur couple ne marche pas, selon moi. vous voyez qu'on peut être critique sur la série même si on l'adore. Comme quoi. Donc, pour en revenir à Phoebe et David, c'est une scène qui est plutôt sympa. Ils sont mignons tous les deux en fait. Il y a une complicité qui est assez sympa à observer à l'écran. Je suis team Phoebe David, hein, même encore maintenant, même en sachant tout ce qui se passe. Dans mon cœur, c'est David. Franchement, c'est compliqué, quoi. Le choix entre David et Mike, c'était compliqué, quoi. Enfin, pour moi, en tant que spectateur, en me disant est-ce que je préfère qu'elle finisse avec David ou avec Mike ? Avec David, c'est clairement l'amour de sa vie, quoi. Ça fait, en plus, clairement, 10 ans qu'elle est amoureuse de lui. Enfin, 9 ans. Par intermittence, voilà, par intermittence, mais dès qu'elle le voit
Elle est jamais autant amoureuse de quelqu'un d'autre. Et après, il y avait Mike qui, du coup, lui correspond aussi beaucoup. Voilà. Oui, c'est ça. Je pense que Mike lui correspond plus, mais dans mon cœur, David est trop mignon et j'aurais voulu qu'il Tu gagne. veux qu'on se prenne des messages encore, Cécile, ou quoi? Ne vous fâchez pas, c'est un point de vue. Heureusement, on n'a pas tous le même. Voilà. Déjà, elle a dit que Ross était méchant, c'est foutu, là. T'es déjà... là... Ah, moi, j'assume. Hein. Mais c'est vraiment, c'est quelque chose de personnel. Je déteste Ross. Point. Tu te lâches parce que c'est pas toi qui vas te prendre les messages en MP. C'est ça, là les haters... Écrivez-moi Cécile PBM, Twitter, vous me trouverez, je suis là, bonjour. Je suis au bout de ma vie, là. La boîte PPP va exploser. Voilà. Donc, on retourne dans l'appartement de Monica et Rachel et on va fêter le nouvel an. J'ai baptisé ce chapitre « Environnement hostile pour Marcel » et une Rachel tout droit sortie d'un combat de boxe. Petit truc sympa quand on arrive à ce moment de la série, avant d'entendre les comédiens, on a une musique de transition. Est-ce que vous l'avez relevé, les amis? Non, la musique de fond, c'est REM. Exactement, avec le titre Shiny Happy People, qui a bien failli être le générique de Friends, mais que la production Kevin Bright a finalement remplacé par les Rembrandts, tout simplement parce qu'il coûtait moins cher. Voilà, c'était un petit groupe indé, il coûtait largement moins cher. Dans cette scène, on retrouve Janice au bras de Chandler et son rire légendaire. Tellement pas sexy. On frappe à la porte et là qui débarque, Sandy, maman célibataire, le crush de Joey, qui est venu avec ses deux gamins et Joey a l'air ravi. Ross débarque lui avec Marcel, Monica ne valide pas l'avenue du singe, Ross est très déçu de l'accueil réservé à son plus one et Monica lui dit écoute t'avais qu'à ramener une vraie petite amie, elle au moins elle pisserait pas sur ma table basse. Bref, c'est marrant les enfantillages qu'il y a entre Monica et Ross à chaque fois. Quelques instants après, Rachel débarque seule vu que son Paolo a raté l'avion et la pauvre Rachel, elle est salement amochée. Alors rassurez-vous, on est dans une sitcom. Hein. Elle a des bleus au visage, la lèvre enflée, le manteau blanc qu'elle porte, très sale, couvert de boue. On dirait qu'elle est tombée dans une flaque d'eau. Tout le monde est choqué. Elle, pendant ce temps-là, se pose tranquillement et se met à raconter son histoire. Ok, on apprend qu'elle était à l'aéroport, qu'elle allait choper un taxi. Et à ce moment-là, une femme blonde lui a crié dessus pour lui dire « Connasse, je l'ai vu en premier !» Elle chope Rachel par les cheveux, Rachel utilise un sifflet d'alarme, sauf que bizarrement, ça fait venir plusieurs autres taxis, et quand elle a chopé enfin son taxi, la blonde l'a salement taclée, l'a poussée sévèrement, et Rachel s'est cogné la tête au sol et s'est ouvert la lèvre. Elle voit que tout le monde dans l'appartement se met à l'écouter attentivement, et elle demande « Au fait, vous passez une bonne soirée, tout le monde ou... ?» Donc la scène est plutôt sympa. Qu'avez-vous retenu encore là-dessus? Janice. Janice, c'est vraiment la voleuse de scène, quand même. Janice, quand elle est là. Et puis son rire. Moi, j'adore l'actrice. À chaque fois qu'elle apparaît, moi, Janice, c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. Et j'aime aussi la nuance qu'elle a plus tard dans la série. Il y a des moments où on aime Janice et ça fait bizarre. L'excellente Maggie Wheeler. Ah oui, Janice, elle arrive déjà en quelques scènes et avec un rire à rester un personnage iconique de Friends. Quoi. C'est-à-dire qu'il y a les 6 principaux et après, dans les personnages secondaires principaux, il n'y en a pas beaucoup. Du coup, il y a Janice qui revient régulièrement et il y a Feu Gunther. Voilà. Feu Gunther. On penserait, oui, bien sûr, une grosse pensée pour lui, bien sûr. James Michael Tyler. Et elle qui arrive, voilà, enfin, avec son rire et son Oh my God, qui est mythique, quoi. Tout le monde connaît ça quand tu as regardé un peu Friends, tout le monde connaît ça, elle est très très drôle, quoi. Rachel en mode dressed up. Oui, Rachel s'est éclipsée dans sa chambre, elle revient avec Monica tout apprêtée. Pendant ce temps-là, Joey est en pleine discussion avec son date, ça drague fort. Oh, ce malaise. Mais devant les enfants, gros malaise, Joey ne se sent pas très bien du tout. Ah ouais. Pendant ce temps-là, Ross regarde Marcel s'amuser sans lui, ça ne lui convient pas du tout.
et Janice débarque. Ross était avec Chandler. Chandler sursaute à l'arrivée de Janice. On sent qu'il était en train de se cacher pour la fuir, mais elle l'a retrouvée. Elle est très contente. Elle demande à Ross de prendre des photos d'eux, et ça va durer pour après jusqu'à la fin de l'épisode. Elle prendra plein de photos. C'est alors que Bob le marrant arrive à la fête et il est pas marrant parce que son grand-père est mort. Ouais. Du coup, on a une petite ellipse et Bob raconte l'enterrement à venir de son grand-père. Ça va être un cercueil ouvert, etc., etc. Tout le monde pleure à chaudes larmes. Ça ruine un peu l'ambiance de la soirée. Mais pendant ce temps-là, derrière, on a Janice qui continue ses petites photos avec Chandler. Et là, il en peut plus. Il craque. Il la largue. Et elle s'en va un peu en claquant la porte, mais pendant que Ross continue à prendre des photos. Et surtout, elle dit qu'il la reverra jamais. Nous, on sait que c'est pas vrai. J'adore le « oh no ». Oh no, on retient souvent le oh my god, mais le oh no, oh no. Il veut son pesant de cacahuètes là. J'adore. C'est ça, à chaque fois que Chandler essaye de la larguer, elle se rend compte de ce qui se passe. Oh no. C'est pas possible, pas encore. Ah si, et ça va revenir plusieurs fois. Oh, I'm gonna blow this one up and I'm gonna write reunited in glitter. All right, Janice, that's it. Janice, hey, Janice. When I invited you to this party, I didn't necessarily think that it meant that Oh, no. Oh, no. I'm sorry you misunderstood. Oh, my God. You listen to me, Chandler. You listen to me. One of these times, it's just gonna be your last chance with me. Oh, will you give me the thing? Hi, man. Yoko. Donc on a ensuite Phoebe qui est avec David et le collègue Max. Max qui la traite de Yoko, donc à comprendre Yoko Ono, la briseuse de groupe, celle qui a brisé les Beatles. Voilà, Phoebe a brisé leur groupe de rock scientifique. Ça m'a fait extrêmement rire voilà, quand il la regarde, il fait Yoko. Yoko. Et il se casse. La référence pop culture, mais dévastatrice, quoi. C'est extrêmement violent. Et donc là, Max annonce que lui, quoi qu'il arrive, il va partir à Minsk parce que même si ce sera pas pareil sans David, c'est quand même son rêve et donc il va y aller. C'est là que Phoebe se rend compte que même si David dit que ça va pas vraiment. Donc elle l'emmène dans la chambre de Rachel et elle lui dit que voilà, même s'ils s'aiment, son travail est plus important. Et donc, vu qu'elle sait que David n'est pas très à l'aise avec ce genre de situation, elle s'occupe de faire toute la rupture pour lui. Elle fait tout son dialogue à lui, où il essaye d'être rassurant, et elle fait semblant de péter des câbles. Mais quoi? Mais tu peux pas me faire ça? Mais c'est pas possible, tu veux pas partir à Minsk? Et il la rassure en lui disant qu'il pensera quand même à elle, il sera toujours amoureux d'elle, et voilà, ils se prennent dans les bras, et David s'en va. J'étais trop triste. Encore une fois, le talent de Lisa Kudrow, encore une fois, qui mêle la folie, ce grain de folie qui est le sien, du personnage qu'elle incarne, la tendresse également, en mode tu vas me manquer, Scientist Guy. Elle arrive à mêler ses émotions en peu de temps, en un claquement de doigts comme ça, et c'est extrêmement bien fait, extrêmement bien incarné, et extrêmement bien amené. Mais je pense que c'est la puissance de ces scènes qui font que David, on s'en souvient. Quand David y revient quelques saisons plus tard, on sait qui c'est. Alors que pourtant, des petits amis qui sont là que pour un épisode, on en a vu venir et partir. David, voilà, il revient, on sait qui c'est. On fait « Ah oui, c'est le scientifique, c'est le grand amour de Phoebe !» Oui, en comparaison, Rachel avec Paolo, franchement, Paolo, on s'en fout, quoi. Voilà. Alors pourtant, il est là plusieurs fois, on le voit dans plusieurs épisodes là, et après on l'oublie, quoi. Des fois, ils refont des références en disant « Oui, Paolo », juste pour que ça énerve un peu Ross. Mais alors que, comme tu l'as dit, David, on le voit, et on sait que là, ça va être un épisode difficile pour Phoebe, soit parce qu'elle va être... ou alors très bien, en fait, quand c'est la première fois qu'on le voit, qu'on le revoit, on se dit « Ah, il revient !» Et oui, elle est amoureuse de lui, et oui, ça va bien se passer, et il y a toujours un truc qui fait qu'ils peuvent pas rester ensemble. À chaque fois, il y a ce choix cornélien de est-ce que je retourne, ou est-ce qu'on se met officiellement ensemble, c'est... Allez, dernier décompte avant le nouvel an. Donc on voit du coup la télé avec Dick Clark, donc il y a une célèbre émission sur le Nouvel An qui a tous les ans aux États-Unis. Je ne sais pas si elle y est encore, du coup, mais en tout cas, elle était très connue et on en reparlera dans les épisodes de Friends. Voilà, ils amènent petit à petit l'univers de Friends au fur et à mesure.
Joey quand même couvre les enfants qui se sont enfin endormis. C'est trop mignon cette scène, ouais. Et voilà, même si une scène de malaise juste avant, il est quand même gentil, Joey. Comme il s'est occupé des enfants, Sandy s'est barré avec Max, l'autre scientifique, pour se rouler des pelles dans la chambre. Donc lui il reste avec les enfants, il s'est un peu fait avoir, quoi. Et les Friends, en fait, se rendent compte que finalement, ils sont tous les 6 tout seuls. Tous les autres sont là, mais eux, ils restent tous les 6 tout seuls donc, dans l'espace de la cuisine. Ouais, il dit, du coup, on peut quand même, si on fait le bon compte, il y a 3 garçons, 3 filles, du coup, on pourrait s'embrasser, mais Rachel peut embrasser personne parce qu'elle a la mal à la bouche. Ross et Monica, c'est mort puisqu'ils sont frères et sœurs. Phoebe a envie d'embrasser. Phoebe, elle est pas dans le mood. Voilà, Phoebe, elle a envie d'embrasser personne. Voilà. Et Chandler, lui, peste et veut que quelqu'un l'embrasse. Il veut vraiment que quelqu'un l'embrasse. Et Joey, en très bon ami, se dévoue et lui roule une pelle. Voilà. Parce que c'est un très bon ami. Et c'est ainsi que cet épisode de Noël et de fête de fin d'année s'arrête. Et c'est immortalisé par une dernière photo de Ross. Voilà. Au cas où on oublie que Joey et Chandler se soient embrassés, ce serait dommage. Voilà. Après, au final, tous les Friends se sont embrassés, je crois. Je crois que oui. Oui, tous, même Ross et Monica. Oui, c'est le premier bisou de... Oh là là, dans un épisode de révélation. Secret Lover. Ah oui, ouais. En pleine nuit, oui. Mon Dieu. Oh, sous les couvertures. Voilà. Ils ont poussé l'inceste jusqu'au bout, mon Dieu. Donc, c'est... En effet, c'est ainsi sur cette scène que s'achève cet épisode de fête de fin d'année, enfin presque, puisqu'en conclusion, en scène post-générique, Ross peste, encore une fois, contre son singe. Il dit qu'il l'aime tellement fort, son Marcel, mais il sent que c'est absolument pas pareil en face, qu'on a l'impression que Marcel s'en tape clairement de lui. Et pendant ce temps-là, Rachel, qui est toujours amochée, je vous rappelle, même si elle est légèrement maquillée et habillée aussi pour l'occasion, en fait, elle est toujours défaite, quoi. Elle est un peu groggy. Elle est assise à côté de lui, elle dit: mais je crois que cette traînée m'a pété une dent, en fait. Et ça s'arrête là. Fin de cet épisode saison 1, épisode 10. Le beau parallèle entre la situation de Ross et Marcel et la situation de Ross et Rachel, les deux s'en contrefoutent de lui. Voilà. C'est vrai que ça synthétise indirectement pas mal la future relation qui sera la leur. En effet. On s'arrête là. Arrêtez, elle ne se fout pas de lui. Partez pas en débat, faut qu'on avance. Alors, on arrive à... Vous pourrez râler sur le Friends Reunion, on va conclure là-dessus. C'est l'événement télé de l'année. Bon, alors, ils sont où les mouchoirs? Dans les moindres détails. J'en ai des frissons. 17 ans qu'on attendait leur retour. On s'est tous retrouvés comme si on s'était jamais quittés. Ah bah ça y est, je vais pleurer. Eh bien, ça y est, ils reviennent pour un prime événement. Je vous aime très fort. Moi aussi, je vous aime très fort. Friends, les retrouvailles, bientôt sur TF1. Et juste après, retrouvez 10 épisodes cultes de l'aventure Friends pour une soirée exceptionnelle. On arrive à la phase de notation dans cet épisode de Noël presque parfait. Après tout ce qu'on a dit sur l'épisode 10 de la saison 1 de Friends, je vous écoute pour votre note et la justification de celle-ci avec une appréciation globale, donc en évoquant ses forces et ses faiblesses. Je vous rappelle l'échelle de notation, je vais faire dans l'ordre chronologique pour une fois. 0 inadmissible, 1 exécrable, 2 très mauvais, 3 mauvais, 4 insuffisant, 5 moyen, 6 satisfaisant, 7 bon, 8 très bon, 9 exceptionnel, 10 parfait, d'où le nom de ce podcast. Vous pouvez bien évidemment mettre des notes en et demi. Honneur à l'invité, Cécile, je rappelle, tu as un coefficient 3. Quelle note donnes-tu à cet épisode de fin d'année de Friends ? Avec le coefficient, c'est la pression. Moi, j'étais partie sur un 6, parce que j'avoue que c'est pas un épisode de Friends que je trouve très drôle. Ça manque de blagues, ça manque de situations marrantes, énorme mais, le point positif de cet épisode, ce qui éclaire tout, il y a Marcel, certes, mais il y a David. Et David, voilà, c'est la force de l'épisode, c'est lui qui est trop mignon, c'est lui qui a les meilleures scènes, pour moi, de cet épisode. Ça me donne envie quand même de mettre 7. Parce que David, il mérite un point, rien qu'à lui. 7 alors ? Pour toi, c'est un bon épisode. C'est un épisode qui introduit beaucoup de choses, qui introduit beaucoup de dynamique. Il introduit Marcel, il introduit David, donc je pense que c'est quand même un épisode qui est important et qui fait bien le job d'introduire ces personnages-là, parce que comme on le disait, David, on sait qu'il est important et quand il revient, on sait qui c'est.
Et Marcel, c'est pareil. On comprend la dynamique entre Marcel et Ross. Et donc, quand on parle de Marcel dans les épisodes suivants, ça marche bien. Donc, pour moi, voilà, il fait l'office qu'on lui demande. C'est pas un épisode parfait, clairement pas. Mais il a quelques forces. Il mérite pas un 8 ou un 9 parce qu'il n'y a pas assez de blagues. Et Friends a fait largement mieux sur ce capital. Non, clairement, quand on l'a débriefé, on n'était pas mort de rire sur tous les passages et on n'avait pas forcément beaucoup de matière à commenter également. Je valide. Franck, quelle note, toi, mets-tu? Je rappelle que nous, Franck et moi, nous avons un coefficient 2. Quelle note tu mets à cet épisode 10 de la saison 1? Écoute, je suis parti sur la même note, donc un 7 aussi. Et voilà. Et pour reprendre ce qui vient d'être dit, effectivement, c'est pas un épisode parfait. Il m'a fait rire et il fait le job, en fait. C'est ça le truc, c'est que il introduit. Si on le prend tout seul, sans regarder le reste de la série, etc. Oui, enfin c'est drôle, il y a des choses qui sont drôles, mais il introduit Marcel, il fait revenir Janice là pour la deuxième fois, je crois, ou troisième, je sais plus exactement. Mais elle revient. Il introduit David, voilà. Et comme on l'a dit, David sera un personnage ultra important, secondaire mais ultra important. Donc oui, et puis en dessous de 6, de toute façon, je pense que c'est compliqué d'avoir un épisode de Friends pour moi en dessous de 6. Donc voilà, et celui-là, c'est clairement pas le meilleur, c'est pas celui qui m'a fait le plus rire ou qui m'a le plus marqué de toute la série, mais j'ai quand même pris du plaisir à le regarder. Et avec ce problème maintenant, j'en ai regardé un et j'ai envie d'en regarder plein d'autres. Et il y en a 236 et j'ai pas le temps de regarder 235 autres épisodes de Friends maintenant. Allez, bon courage. On repart pour un long marathon. Non, c'est difficile de mettre une note sur cet épisode-là. Est-ce qu'on donne un chiffre tout rond? Tout beau, tout rond, et je mets un 7 aussi. Hein, c'est un bon épisode, c'est un épisode sympa. Comme tu veux, c'est ton concept de mettre des notes. Je te rappelle. Personne n'a ton mis podcast, tu peux faire ce que tu veux. Personne n'a mis de ennemi, vous êtes pénible. Hein. Bon, vous avez mis c'est un bon épisode. Donc vous avez dépassé le stade du satisfaisant. Pour vous, c'est un peu plus que satisfaisant. J'hésite entre 6,5 et 7. Je pense qu'on était tous sur ce grand questionnement. Mais je pense que c'est vraiment l'éclairage de la suite qui nous a fait mettre 7. C'est ça, et parce que c'est Friends aussi, quoi. Enfin, oui, tu vois, parce qu'on a un gros passif avec la série. Voilà, comme je reprends sur mon truc de Dawson, qui avait gagné des points pour moi, parce que c'était Dawson, il y avait cet aspect nostalgie. Là, de base, en fait, chaque épisode de Friends, on devait faire les 236, il y en aurait, comme je dis, pas un en dessous de 6, en fait. C'est pas possible pour moi. Ouais. Allez, on va être généreux, c'est Noël. Allez, c'est Noël. C'est Noël. Alors, allez, je mets un 7 également. Comme ça, on a une note tout rond. 7. C'est un épisode qui est sympa. Je vous dis, la seule fois où j'ai explosé de rire, c'est sur la chanson de Phoebe. Le reste, je souriais. C'était marrant. Ah, moi, Yoko, ça m'a fait rire. Oui, Yoko, ça, voilà. Donc ça sort de nulle part, c'est juste une petite punchline, hop. Faut avoir la référence, hein, sinon tu captes pas. Mais... Ça, c'est le déguisement de lutin. Quand Joey enlève son manteau et qu'il y a le déguisement de lutin et Chandler qui bug, c'est tellement magique. Ah, voilà. Et d'ailleurs, on n'a pas réagi sur cette blague qui m'a bien fait rire. Enfin, moi, j'avais écrit que Joey agitait ses clochettes, mais les clochettes du pied, hein, n'allez pas imaginer autre chose, bande de pervers. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez marrant. On voit bien que Joey connaît par cœur Chandler et il sait que ça, c'est terrible pour lui. C'est ça. Ben voilà comment il séduit les femmes, en fait. Il agite ses clochettes. Poser la question. Non, et moi, ça m'a fait penser à l'épisode de Chandler dans la saison 5, quand ils font des résolutions, et Chandler fait la résolution de ne plus se moquer des gens, et qui doit se retenir à chaque fois. Il est fabuleux. Et que les autres insistent sur des choses. Et il fait toutes les blagues à la fin d'un coup parce qu'il peut plus, quoi. C'est fabuleux, cet épisode. Et Elisabeth, il faut une patate chaude dans la bouche pour pouvoir dire son nom. Ça, c'est une torture mentale, quoi, ce truc. C'est vraiment un sacerdoce pour Chandler de se retenir, mais... Et Ross, il a un pantalon en cuir. Ross a un pantalon en cuir. En cuir, il est en cuir, le pantalon de Ross. Et personne ne dit rien. Et non, écoutez, l'épisode est sympa. En fait, tous les extraits que vous citez, là, c'est des moments et des répliques cultes, quoi. Est-ce qu'il y en a dans l'épisode qu'on vient de regarder? Non. Donc du coup, j'aurais tendance à parfois mettre en dessous de 7. Mais allez, il se regarde sans déplaisir, on ne sent absolument pas les 22 minutes passées. Et puis j'ai pas trop d'arguments en stock là, donc j'aurais pas mieux, donc 7, voilà, on va mettre un chiffre rond, 7, voilà. Pour que la boucle soit bouclée, qu'on ait une impression que cette émission soit organisée, j'aimerais que vous me donniez 2-3 mots sur le Friends The Reunion. Qu'en avez-vous sincèrement pensé de cette émission hybride Tu l'as pas vue, Cécile? Comment ça se fait? Parce que je l'ai
Mais je saurais même pas te dire pourquoi, en fait. Je crois que j'ai tellement peur d'être déçue que j'ai fait un blocage et je ne l'ai toujours pas vu. Oh bah ça, Et c'est un j'arrive pas scoop. à me mettre dedans. Alors, Ça, c'est un scoop. Franck, tu l'as maté, toi? ah, mais je l'ai vu, elle est sortie à 9h. À 9h, j'étais devant Salto, quoi. Ah. Et avec, je suis d'accord, enfin, je comprends Cécile, avec un stress énorme, en fait, parce que j'attendais ça, de les revoir ensemble depuis 17 ans, de les voir ensemble, et c'était ultra stressant. En fait, je suis sorti déçu, pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'était trop court et que en fait, j'aurais pu juste les regarder discuter pendant des heures. Et le côté hybride, autant j'ai adoré quand ils retrouvent le set, quand ils retrouvent les décors, etc., et qu'ils sont entre eux et qu'ils discutent. Je sais pas à quel point c'est vrai, à quel point c'est joué. J'en sais rien, mais je me pose pas la question. Je me dis que tout est... Enfin, je culte le fait, je me dis que tout est vrai. Ouais, je pars sur ce postulat, je me dis... ils le jouent sincèrement, sachant que je me dis peut-être qu'en fait ils font juste semblant et que ça se trouve ils se détestent dans la vie, je sais pas. Mais ça j'ai beaucoup aimé, même quand ils rejouent les scènes autour de la table et tout, je trouvais ça super cool. Et toute la partie avec James Corden où ils sont sur le plateau, je la trouve moins intéressante, ils posent pas de vraies questions, tout est très court, tout est trop coupé. C'est policé à mort. Voilà, tout est trop coupé, il manque en plus clairement par rapport à ce qu'ils ont montré dans les bandes annonces et d'autres scènes, ils ont coupé. Je pense que l'émission doit faire avec James Corden, elle devait faire 3 heures et on voit même pas 1 heure du truc, on va avoir 40 minutes. Et ça pour moi c'est gênant, quoi. Parce que j'aurais envie d'en avoir plus et que ça soit pas même les anecdotes qu'ils donnent. Alors du coup je vais pas les donner maintenant parce que si Cécile tu l'as pas vu, mais ils donnent des anecdotes dont une énorme anecdote qui est censée être un truc super secret. Et je dis mais enfin clairement vous l'avez répété avant, quoi. Tout a été dealé avant, tout a été validé avant. Je veux pas être le cynique de l'histoire, hein, mais... Non mais ça se voit, t'as raison. Moi, vous savez, nous on parle de séries juste avec nos tripes, et juste par passion. Mais il y a un truc que l'on sait tous, et il n'y a pas besoin d'être un spécialiste de séries télé, c'est quand vous avez un carton à la fin, producteur exécutif, avec les 6 noms des acteurs principaux, ça veut dire, dans un langage simple, que tout ce que vous avez vu dans cette émission a été validé par chacun d'entre eux. Tout. Oui, tout à fait. Donc à partir de ce moment-là, le côté biaisé de la chose, il nous l'affiche à la fin, en fait, il nous le jette à la gueule à la fin. Tout a été validé par les 6 comédiens. Tout a été répété, travaillé en amont, malheureusement. La preuve, ils sont tous les 6 producteurs exécutifs. Ils prennent un gros cachet là-dessus. Il faut réécouter la saison des séries qu'on a faite là-dessus. Moi, j'ai une grosse déception également. Le côté hybride, tout n'est évidemment pas intéressant, hein, le défilé de mode. Je vais essayer de pas trop en dire parce que je suis vraiment étonné, Cécile, t'es pas une vraie fan puisque tu l'as pas vu, donc allez hop. Mais ah, ça y est, c'est bon, j'ai perdu ma place. Tu seras dans ce effacé podcast, numériquement. On mettra des bips. Quand tu parles, en fait, on mettra des bips à la place. Mais grave, vous n'entendrez pas l'intervention de Cécile suite à un problème technique. Bref, un truc dans le genre, tu vois, mais malheureusement, il y a des moments très émouvants et rien que pour ça, il faut le voir, ça fait quelque chose. C'est extrêmement agréable de les retrouver, mais extrêmement pénible parce qu'il y a tellement de choses superflues, tellement de choses inutiles, entremêlées à des choses touchantes. Et le format hybride, il y a des choses qui fonctionnent et il y a des choses qui ne fonctionnent absolument pas. En fait, quoi. C'est mal réalisé, quoi. La réalisation, c'est ça le problème, quoi. Voilà. Moi, j'aimais bien les archives avec les passages où on voyait les acteurs sur le lieu de tournage et qu'on captait des moments comme ça, complètement impromptus, complètement imprévus. Et ça, c'était rafraîchissant. Mais tout le côté Friends a changé ma vie, dans le mode où on veut vous faire pleurer dans les chaumières, c'était horrible. Enfin bref. Non, mais si vous voulez voir une réunion qui marche bien, regardez l'épisode de Cougar Town, où il y avait Courtney Cox en lead, et où il y a Matthew Perry qui arrive. Et c'est vraiment la réunion de Chandler et Monica, et ça c'est magique à voir. Noté, dans l'épisode aussi, il y a un épisode avec du coup Joey qui retrouve David Schwimmer. C'est intéressant aussi à voir. Donc juste un petit rappel, Cougar Town, je sais pas où c'est dispo d'ailleurs, on peut la visionner où ? Je sais pas si c'est visionnable chez nous, je t'avoue. C'est par le créateur de Scrubs, c'est Bill Lawrence. Et la série portée par donc évidemment Courtney Cox juste après Friends, et épisode séparé, c'était évidemment après Friends, c'était une espèce de fiction, hein. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises, Franck, mais qui raconte la vie de Matt LeBlanc, quoi. C'est ça. Post-Friends. En fait, c'est deux scénaristes d'une série en Angleterre qui doivent adapter leur série aux US. Et normalement, c'était sur un mec complètement déprimé, etc. Et aux US, pour que ça marche, on leur file Joey.
enfin l'acteur de Joey, Matt LeBlanc, et donc ils sont un petit peu dépités parce que pour eux c'est un acteur nul. Alors Cougar Town, on peut le voir sur Disney+. Ah, merci pour l'info. Ouais. Parfait, comme Scrubs du coup. Ah, ça donne trop envie de se faire un rewatch. On fait une fin en mode reco, c'est sympa. Et juste pour rappel, la série Friends, dont on a parlé aujourd'hui, est disponible en DVD, en Blu-ray et bien évidemment sur la plateforme Netflix. Un pilote presque parfait, épisode bonus, c'est fini. Un grand merci à toi, Cécile, d'être venue dans PPP. Bonne fête de fin d'année à toi, Cécile. Merci. Je rappelle qu'on peut te retrouver d'ailleurs dans le podcast Monsieur Série and Friends. Je salue Frédéric d'ailleurs. Coucou. Un grand merci à toi, Franck. Joyeux Noël et très bonne fête à toi. Merci et bonne fête à toi aussi. Et bonne fête à vous tous. Je peux d'ores et déjà vous annoncer qu'au programme du premier PPP qui sortira en 2022, ce sera une série d'une toute autre qualité puisqu'on parlera du pilote d'Emily in Paris. Cette série risque de faire parler encore car la saison 2 sort sur Netflix ce 22 décembre. On va pas mal se marrer, je le sens bien. Vous pouvez retrouver cet épisode bonus de PPP que vous venez d'entendre ainsi que tous les anciens sur vos applis streaming préférés, sur Apple Podcast, iTunes ou Podcast Addict. N'hésitez pas à nous mettre un commentaire et 5 étoiles pour aider à faire connaître ce podcast. Vous pouvez nous suivre bien sûr sur nos réseaux sociaux Twitter, @piloteparfait, ou sur Insta, la saison des séries. Voilà, toute l'équipe de la saison des séries et PPP, donc Hélène, Franck, Alexandra, Colline et moi-même, votre humble serviteur. On vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. À très bientôt. Ciao. Alors je vais vous chanter une chanson qui me tient à cœur et que j'ai écrite à l'intention de gens qui comptent énormément pour moi. C'est vous. En faisant les courses mensuelles, j'ai croisé le Père Noël. Et pour mes amis, j'ai demandé tout un gros tas de saletés. Selon lui, il suffisait que je leur écrive une chanson. Vous la connaissez pas, ne chantez donc pas à l'unisson. Chantez pas à l'unisson. Monica, Monica, je te souhaite un joyeux Hanouka. Le Père Noël qui bosse donne le bonjour à Ross. Et il dit à Joey qu'il lui apportera tous ses jouets. Et pour acheter les Chandler, il